J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Silence pour la France! Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour, vous écoutez Ça reste entre nous, la nouvelle émission politique de Radio J, la politique comme nulle part ailleurs, les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies de nos hommes et de nos femmes politiques, le tout sans langue de bois bien sûr, c'est rare, et c'est tous les mercredis 21h sur Radio J. Alors cette semaine, comme les précédentes, on va bien évidemment chroniquer le feuilleton de la réforme des retraites, la bataille de la rue, deuxième journée de mobilisation hier, mais aussi la bataille parlementaire. Le projet du gouvernement arrive en séance à l'Assemblée lundi. Et enfin, derrière cette séquence compliquée pour l'exécutif, il semble que les ambitions s'affirment déjà pour 2027 et pour la succession d'Emmanuel Macron. Alors, pour en parler autour de la table, l'élite du journalisme politique français, les Top Gun du décryptage, ceux qui savent tout sur les arrière-boutiques du gouvernement et des partis. Tout d'abord, Arlette Chabot, éditorialiste sur LCI. Bonjour Arlette. Bonjour à vous. David Doucan, le chef du service politique du Parisien, particulièrement bien informé sur la vie politique. Bien sûr, bonjour David. Bonsoir David, merci. Et Michael Darmon, qu'on ne présente plus, mais qu'on va quand même présenter. Il est éditorialiste sur I24, vieux routier de la politique française, qui lui non plus n'échappe. C'est lui qui a eu droit au vieux, c'est bien. Ouais, c'est ça. Vieux routier, je parlais bien sûr de l'expérience. Bonsoir, Michael. Eh bien, bonsoir. Alors, je vous rappelle la règle du jeu. Vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher, tout nous raconter, bien entendu. Tout ceci reste entre nous. Nos sujets, évidemment, la réforme des retraites. Hier, c'était la deuxième journée de mobilisation contre le projet du gouvernement. Avant la manifestation, des ministres, des conseillers disaient leur évaluation, c'était 1,5 million, c'est inquiétant pour nous. 800 000, c'est plutôt rassurant. Et là, on est à plus de 1,2 million, soit davantage qu'il y a 15 jours. Verdict, quelle conclusion est-ce qu'on peut en tirer sur la suite du mouvement? David, c'est inquiétant pour le gouvernement? Disons que c'est pas une bonne nouvelle pour le gouvernement, mais que ça change pas la donne. La confrontation, elle est là. Ce qui peut éventuellement générer de l'étonnement, ce sont ces députés membres de la majorité qui disent la réforme est trop injuste, je ne peux pas la voter en l'état, c'est difficile. Ils découvrent tout d'un coup que quand on fait une réforme des retraites, les gens sont contre. Les gens sont contre et qu'on n'est pas applaudi à chaque fois qu'on sort sur un marché. Bon, lorsqu'ils ont été élus, ils défendaient le programme d'Emmanuel Macron. Dedans, il y avait le report de l'âge légal même à 65 ans à l'époque, et puis ensuite ça a été 64 ans. Bon, donc quand on fait une réforme des retraites, on le fait, en France en tout cas, dans la confrontation, dans le désaccord politique. Il faut l'assumer, ce désaccord. Et d'ailleurs, c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Ils ont un peu changé de discours. Ils sont moins à nous répéter qu'il s'agit d'une réforme de justice sociale. Et ils disent, non, c'est une réforme qu'il faut faire pour des raisons d'équilibre budgétaire. Vous êtes d'accord, Michael? Est-ce qu'il faut que le gouvernement campe sur une ligne de fermeté, ou est-ce que c'est une sérieuse alerte, ce nombre de manifestants hier qui tend à augmenter? Bien les deux. En fait, effectivement, ils vont camper sur leur position parce que c'est le marqueur, le seul marqueur de ce qu'on appellera bientôt la décennie Macron. Le président réformateur n'aura que cette réforme des retraites, et on verra d'ailleurs comment elle se terminera dans son parcours parlementaire, pour montrer et exciper du fait qu'il a réformé la France, qu'il a su effectivement faire bouger les curseurs. On est bien loin de la révolution et de la transformation de la France qu'il avait mise en place et annoncée quand il était candidat en 2017. On est d'ailleurs bien loin, et c'est ce qui explique aussi ce malaise général, on est bien loin de la première réforme des retraites que le candidat Macron avait posée sur la table. C'est-à-dire c'était une réforme systémique, soutenue à l'époque par la CFDT, avec le système de la réforme à points, donc plutôt on va dire de sensibilité de gauche. Et voilà qu'aujourd'hui, en 2023, on connaît toutes les vicissitudes de ce texte, et puis voilà qu'en 2023, c'est une réforme qui peut être votée par la droite. Donc les Français se disent, il s'est passé quelque chose. Et bien évidemment, on n'est pas en confiance. Ce texte n'a jamais été accepté, n'a jamais été compris. Il n'a jamais obtenu la confiance de l'opinion, parce que, comme l'a dit David, d'abord, en France, on ne réforme pas les retraites dans la douceur. Et en plus, il y a eu une énorme erreur de communication dès le départ, en faisant passer une réforme du système financier comme une réforme de justice sociale. Donc les Français ne sont pas totalement idiots, ils sont même extrêmement affûtés en termes d'analyse politique, et ils rejettent massivement
ce texte qui va se transformer, qui se transforme déjà en nouvelle crise contre le président Macron et contre sa pratique gouvernementale. Alors, la bataille de l'opinion, elle est mal engagée, on le sait, puisque vous le disiez, je crois que deux tiers, grosso modo, des Français sont contre la réforme, voire plus selon certains sondages, et l'intersyndicale appelle à 2 nouvelles journées de grève, de manif, mardi 7, samedi 11 février. Comment vous sentez, vous, Arlette Chabot, la détermination des manifestants et des syndicats? Est-ce que ça va durer, ça va amplifier, d'après vous? Moi, je trouvais qu'il y avait une espèce de joie dans la manifestation hier. C'est-à-dire qu'on était content de se retrouver. D'abord parce que tous les syndicats sont unis et ça tient et ça tiendra. C'est rare. Oui, c'est rare. Bon, on revient à 2010, mais là, c'est encore un peu différent parce qu'ils ont tout perdu, les syndicats, ces dernières années. Ils n'ont gagné aucune lutte. C'était la divergence, les engueulades. Ils ont perdu beaucoup d'adhérents également. Exactement, ils sont affaiblis. Donc là, mais au-delà des syndicats, on sent bien qu'il y a des gens qui ne sont pas syndiqués, qui sont dans la manifestation. C'est normal, parce qu'ils sont contre la mesure qu'ils trouvent injuste. Parce que la justice, ça c'est le truc qui effectivement a été totalement démenti. L'affirmation de cette réforme est juste. Elle est contestée par tout le monde, cette affirmation, y compris par certains dans la majorité. Donc les gens étaient assez contents. Pour l'instant, les manifestations se terminent pas mal. Il n'y a pas d'angoisse, il y a quelques petits incidents, mais ça reste pas de violence, à la marge, pas de violence incontrôlée. Il y a visiblement, on le disait il y a une semaine en espérant qu'un préfet de police, il sait faire aujourd'hui. Donc ça tient, l'unité tient beaucoup en raison des relations personnelles entre Laurent Berger et Philippe Martinez. Ils s'entendent bien tous les deux, donc ils peuvent se parler. Même s'il y a des différences sur les stratégies, sur la volonté, on est toujours sur les grèves reconductibles des l'un, et l'autre dit « Oui, moi, c'est pas une raison d'emmerder les Français, c'est pas comme ça qu'on peut gagner. » Mais en même temps, ils vont trouver des solutions parce que les grèves reconductibles seront décidées à la base, au coup par coup, dans chaque entreprise. Donc, on n'est pas obligé d'être tous d'accord. Mais pour l'instant, ça marche. Donc, il y a une espèce de... je pense que ça s'accentue. Et si on pouvait gagner, c'est-à-dire il y a peut-être ça qui commence à monter, si on arrivait à faire reculer le gouvernement. Parce que jusqu'à présent, dans l'opinion, les sondages indiquent tous qu'il y a une résignation, une forme de fatalité, c'est-à-dire les Français sont contre la réforme, mais ils pensent, et de plus en plus, que le gouvernement ira au bout. Ça veut dire que les syndicats prennent confiance, prennent espoir par rapport à cette donnée d'opinion-là? Oui, mais les Français aussi, je pense en général, parce qu'encore une fois, c'est pas les syndiqués, les encartés qui sont dans la rue. Il y a quand même beaucoup de gens dans les villes, on reste dans les sous-préfectures. Il y a aussi plus de manifestants, il y en avait plus hier que dans les grandes villes. Et ça tient dans les sous-préfectures aussi. Donc ça veut dire que c'est le risque vraiment maximal pour le gouvernement, c'est qu'il y ait l'agrégation des colères petit à petit au fil des semaines. Donc au-delà de la réforme des retraites, s'exprime, c'est ce que redoute notamment effectivement Raymond Soubi, il le répète depuis au moins un mois, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, c'est l'agrégation, c'est les retraites, c'est l'augmentation du prix de l'électricité qui arrive. Plus, on râle, on descend dans la rue, les jeunes, les vieux. La fameuse coagulation des colères. David Doucan, c'est quoi la hantise principale du gouvernement? C'est les jeunes, c'est les violences, c'est les syndicats qui seraient débordés. Qu'est-ce qu'on redoute le plus en haut lieu à l'Élysée? Avant de lister ce qu'on redoute le plus, juste un point. Est-ce que vous connaissez le point commun entre Emmanuel Macron, Laurent Berger et Philippe Martinez? Parce que moi, j'en ai trouvé un. Il y a un point commun entre les trois. Ils sont tous les trois dans leur dernier mandat. Oui. C'est vrai, vous avez raison. Ils sont tous les trois dans leur dernier mandat. Il ne faut pas négliger cet aspect psychologique. Je le dis parce que... Le côté plus rien à perdre? Pas plus rien à perdre, mais détermination. Les deux côtés. C'est-à-dire, côté Berger et Martinez, quelle trace ils vont laisser auprès de leurs camarades? Est-ce que ce sera la trace de ceux qui auront mené une bataille pour rien? Ou bien est-ce que ce sera la trace de ceux qui ont donné toute leur force dans cette dernière bataille? Et concernant Emmanuel Macron, cela va de soi, la trace de réforme ou pas de réforme. Bon, donc c'est absolument majeur. Donc sur le plan des individus, les grands généraux au fond de cette bataille des retraites, il n'y a aucune raison que les choses s'apaisent dans les semaines qui viennent. Je voulais juste donner ce petit point parce qu'il est important. En tout cas, il interpelle. Alors qu'est-ce que le gouvernement redoute? Peut-être principalement la coagulation, c'est-à-dire qu'il y a un sujet qui concerne chacun des Français, et puis viennent s'ajouter des irritants. Là, l'électricité augmente. Elle augmente moins que
ce que l'on aurait pu subir, mais elle augmente. C'est la fin de certaines ristournes. Donc il peut y avoir comme ça une accumulation de mécontentement, d'irritation, qui peuvent à un moment donné donner l'expression de quelque chose qu'on ne maîtrise plus. Et qui viendrait paralyser les choses. Et puis, vous avez les aspects sectoriels. C'est-à-dire que on a vu ce que ça donnait quand les raffineries arrêtaient de tourner. Bon, ça... Quelques dizaines de grévistes, il y a quelques semaines, avaient totalement bloqué les stations essence. Attention à ça. Voilà. Si on part sur ce chemin-là, il peut y avoir à un moment donné une difficulté pour le gouvernement avec des Français qui diraient non mais attendez, d'accord, vous voulez faire votre réforme des retraites, mais là moi je peux plus aller au travail, je peux plus faire le plein, je peux plus, etc. Donc ça peut être un vecteur qui peut entraîner peut-être un bouger. Mais sur un plan politique, Emmanuel Macron ne peut pas renoncer à cette... Quand Elisabeth Borne vient dire les 64 ans c'est plus négociable, c'est pas elle qui parle. C'est pas elle qui parle. Pourquoi elle dit ça ? Parce que s'il renonce aux 64 ans, c'est fini, c'est pas la peine. Le quinquennat, sur le plan de la prise d'initiative et de la capacité de réforme, se termine. Alors, on parlera tout à l'heure de l'inflexibilité du gouvernement qui a été mise en scène ces derniers jours. Et là, juste sur la mobilisation, vous avez quand même, d'après ce que vous nous dites, David Doucan, on a quand même le sentiment que le gouvernement n'est pas prêt de renoncer. Il misait, je crois, sur une forme de lassitude, d'épuisement, on l'a dit. Est-ce qu'il s'est trompé, Michaël Darmon ? Est-ce qu'il s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'ici sur la prévision du tableau du pays? C'est encore une preuve supplémentaire, je dirais, de la difficulté pour ce gouvernement, pour cet exécutif, de manière générale, pour un peu l'écosystème qui dirige le pays, de sentir la réalité de la société. Alors que les Français sortent de cette période de la pandémie qui a, au fond, totalement révolutionné le rapport au travail. Avec tout ce qu'on connaît du post-Covid, la volonté de travailler différemment, de vivre différemment, d'investir dans un espace de manière différente, de reconsidérer sa vie pour beaucoup. Avec cette nouvelle génération qui arrive et qui a totalement, elle aussi, un rapport au travail qui est antagoniste par rapport à ce que l'on connaît, la façon dont on a été élevé. Beaucoup de chefs d'entreprise vous racontent qu'en fait, dans les entretiens, c'est eux qui passent l'embauche. C'est eux qui passent l'entretien d'embauche. Les jeunes salariés ou futurs salariés regardent si l'entreprise leur plaît, si l'univers est sympa, si le rapport à l'environnement est correct, quel est le dispositif de télétravail. Et puis on verra si je vous donnerai ma réponse dans 15 jours. Donc ils sont absolument sidérés. Le monde à l'envers. Le monde du travail à l'envers. Complètement. Le vrai monde nouveau, il est là. Donc tout d'un coup, on leur parle de la réforme des retraites, de travailler plus. C'est totalement contre-intuitif. Et de ce point de vue-là, l'analyse en amont du gouvernement, de l'état de la société française est totalement défaillant parce qu'on reste dans, au fond, la logique d'Emmanuel Macron qui, comment dirais-je, se cristallise et se révèle de jour en jour. On l'a souvent dit, il a expliqué qu'il était le premier d'un monde nouveau, en réalité le dernier d'un monde ancien. Et il continue à fonctionner comme le monde d'avant. Et cela, il est en train d'être en télescopage complet avec l'évolution et les grands enjeux contemporains. D'ailleurs, vous allez voir que dans les prochains jours, prochaines semaines, le gouvernement va s'emparer à pleine main du sujet du travail. Et justement, pourquoi l'a-t-il pas fait avant ? C'est ça la vraie question. Exactement. Pourquoi n'a-t-il pas fait ce texte avant, alors qu'ils sont en train de préparer un texte sur le rapport au travail ? Je suis tout à fait d'accord, parce qu'il fallait commencer par là. C'est-à-dire qu'on constate la valeur travail. Alors commençons par la valeur travail. On traite comme ça l'emploi des seniors, comment on les garde dans les entreprises. C'est ce que Emmanuel Macron disait lui-même, donc il n'aurait pas été en contradiction. C'est ce qu'il explique depuis 2017 finalement. Exactement, le travail, c'est l'alpha et l'oméga du macronisme. Contradiction avec lui-même. Donc on mettait le travail sur la table, les nouveaux modes de travail, le télétravail, les leçons du Covid, comment on conçoit le rapport dans les entreprises, la partage aussi des richesses. L'intéressement, la participation. Voilà, tout allait ensemble. On commence par ça et après, la logique était de dire, donc on met un peu les trains, les wagons sur les rails et puis il y a la réforme des retraites parce qu'elle est nécessaire. Donc, qui aurait pu être le dernier étage de la fusée. Exactement. Ils ont fait les trucs à l'envers. Donc du coup, ils vont se les prendre en boomerang. Alors je vous dis pas la future loi de travail. Non, mais très intéressant parce que justement, vous dites tous que il y a eu. D'abord, ça a été pris à l'envers avec l'argumentaire, notamment l'argument selon lequel cette réforme est une réforme juste, n'a absolument pas fonctionné et même totalement démenti par l'opinion. Alors, expliquez-nous un petit peu, vous qui connaissez bien les coulisses du pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé
passé, quel communicant de génie ou quel conseiller de génie a eu cette idée, a impulsé cette dynamique-là qui était à l'évidence mauvaise. David Doucan. Non, mais attendez, il n'y a pas une réunion occulte où on dit alors comment est-ce qu'on va vendre la réforme des retraites ? Ça ne se passe pas comme ça. Mais ce qui s'est passé sur le plan de la communication n'est que l'expression de la réalité politique du macronisme. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la réforme, et d'ailleurs je pourrais vous tenir l'analyse comparable sur le texte immigration. La réforme des retraites, elle est construite avec cette pierre angulaire de la politique d'Emmanuel Macron, je déteste cette expression, mais enfin j'en ai pas d'autre, le en même temps. Voilà. Donc, mais c'est vrai. Absolument. Donc, il y a une nécessité budgétaire. Et donc le raisonnement politique, c'est de dire, bon, il faut qu'on atteigne un objectif de baisse des déficits anticipés. Comment on fait pour équilibrer ? Il y a toujours ce raisonnement-là. Vous le retrouvez dans beaucoup de textes de lois préparés depuis la majorité. L'obsession de l'équilibre. L'obsession de l'équilibre. Et donc, comment on fait pour Donc là, il dit, il faut qu'on travaille sur la pénibilité, les seniors, la petite retraite, etc. Le risque de ça, c'est la double peine. C'est-à-dire que vous ne parvenez pas à convaincre vos concitoyens que votre réforme est juste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous pouvez expliquer tout ce que vous voulez. Une fois que vous avez entendu 64 ans, bien sûr, c'est fini. C'est le repoussoir absolu. C'est la seule chose dont on veut parler. Travailler jusqu'à 64 ans, c'est insupportable, etc. Donc, c'est même pas la peine d'aller expliquer qu'il y a la retraite à 1 200 €, que sur la pénibilité, on va prendre tel critère, une visite médicale. Les gens, vous leur dites visite médicale. Ils disent, attends, moi, c'est 64 ans. Bon. Donc, double peine. C'est-à-dire que vous ne parvenez pas à donner le sentiment et vous avez de toute façon la conflictualité. Bon, donc c'est là. Et c'est pourquoi, en réalité, quand on arrive sur les retraites, quand on arrive sur l'immigration, quel est l'enseignement politique à tirer de ça ? C'est que le en même temps a peut-être fait son temps. Vous êtes d'accord, Michaël Darmon, c'est la fin du en même temps ou les limites finalement constatables par tous aujourd'hui du en même temps ? Même plus loin, le en même temps n'a jamais existé. Le en même temps de Macron est un paravent. C'est-à-dire qu'en réalité, le seul objectif politique, c'était de fracturer la droite, de récupérer les voix de la droite, de pouvoir gouverner avec la droite, de pouvoir être réélu grâce à la droite. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle le seul sujet de sa campagne présidentielle pour être réélu en 2022 a été cette réforme des retraites, qui est totalement décorrélée de l'urgence réelle de faire cette réforme comme elle est pensée. De ce point de vue-là. Et là, effectivement, on voit bien qu'une fois de plus, le seul objectif, et on le comprend avec effectivement maintenant toutes les relations qui existent avec LR, c'est d'arriver et d'attirer les électeurs, aujourd'hui les parlementaires de la droite, pour essayer de faire passer cette réforme. Avec une situation hilarante. C'est un front renversé. Oui. Franchement, vous avez les députés LR qui maintenant viennent dire c'est trop dur, c'est trop brutal, il faut adoucir. Non, mais après avoir défendu bien pire pendant la campagne présidentielle. Alors ça sera le sujet de notre deuxième débat. Merci pour vos commentaires et infos. On prend une petite pause et on se retrouve très vite pour évoquer cette bataille parlementaire. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous sur Radio J, deuxième sujet de notre débat. On a évoqué la bataille de la rue après la mobilisation sociale d'hier, mais il y a aussi le combat à l'Assemblée nationale qui démarre lundi dans l'hémicycle. Cette semaine, le texte est en commission et la détermination affichée, voire surjouée, très insistante du gouvernement avant même la manifestation d'hier. Elisabeth Borne a prévenu sur les 64 ans, pas question de bouger. On l'écoute, c'était chez nos confrères de France Info ce week-end. Non, ça n'est plus négociable. La retraite à 64 ans et l'accélération de la réforme Touraine, c'est le compromis que nous avons proposé après avoir entendu les organisations patronales et syndicales, après avoir échangé avec les différents groupes parlementaires. Et c'est, je vous le dis, nécessaire pour assurer l'équilibre du système. Alors, est-ce que c'est bien raisonnable, est-ce que c'est bien malin, David Doucan, de faire preuve de tant d'intransigeance à la veille même du mouvement social et de l'examen du texte à l'Assemblée ? Oui, alors d'abord, les propos de la Première ministre sont assez, logiques, quoi. On n'est pas tombé de notre chaise. Enfin, moi, personnellement, quand elle a dit que c'était plus négociable, en fait, j'avais compris que de toute façon, ça l'a été une fois. C'est ça, voilà. C'est-à-dire que... Elle ne fait que rappeler une évidence. Oui, pour moi, voilà. Ensuite, à la veille
de la manif. Comme je vous le disais tout à l'heure, de toute façon, la confrontation, vous l'aurez. Donc autant être clair et autant assumer sa position. Et ensuite, sur un plan politique, pour le coup, puisque vous nous emmenez sur le débat parlementaire, qui va commencer pour de vrai lundi prochain dans l'hémicycle, oui, elle a raison de dire ça, puisque au fond, la seule chemin parlementaire pour faire adopter cette réforme, c'est avec les députés LR. Or, avec les LR, il y a eu un début d'entente, on va dire, sur 64 ans et accélération du Touraine. Donc en fait, elle dit, on va parler un peu d'autres aspects, mais sur ce qui fait le fondement de la réforme, c'est le fondement avec lequel les Républicains sont censés, je dis bien sont censés, parce que ça va être plus compliqué que ça, sont censés être d'accord. Ça va être plus compliqué que ça, puisque en fait, la difficulté pour Emmanuel Macron dans cette affaire, c'est que les leaders républicains n'ont pas d'autorité sur leurs troupes. Hein. Bon, ça, c'est quand même un gros problème. Oui, parce qu'à peu près un petit tiers du groupe Les Républicains à l'Assemblée serait susceptible de ne pas voter, voire de voter contre ce texte. Ouais, si le texte devait être voté demain, personne ici n'est capable de dire qu'il passerait. C'est une incertitude majeure. Donc il faut, d'ici l'arrivée au vote, que les choses se solidifient et se solidifient côté les Républicains. D'ailleurs, je vous donne une petite information. Un scoop, David Doucan j'irai pas jusque-là, mais enfin, ça reste entre information de coulisses. Ça reste entre nous, personne, ça ne sortira pas d'ici. Évidemment. Ce n'était pas du tout prévu à l'agenda, mais la Première ministre a reçu ce matin, mercredi avant le Conseil des ministres, a reçu Olivier Marleix et Éric Ciotti à Matignon. Les dirigeants de la droite, donc, à quelques jours de l'examen dans l'hémicycle. Oui, parce que Olivier Marleix, le président du groupe, avait envoyé, figurez-vous, un email à Elisabeth Borne il y a 2-3 jours, en lui disant « Madame la Première ministre, attention, pour solidifier justement le vote des LR, il y a une série de points sur lesquels il faut que vous soyez en capacité de bouger. » Je veux dire, quel est le plus important de ces points ? C'est de ne pas commencer la réforme en août, comme l'a dit Emmanuel Macron à 1000 reprises, mais en janvier 2024. C'est 6 mois de différence. 6 mois de décalage. En quoi est-ce que c'est important, ces 6 mois ? Parce que vous avez toute une série de nos concitoyens qui, du coup, sont plus concernés. D'accord. Ça allège un petit peu la pression. Est-ce que vous savez ce qui s'est dit ce matin, vous qui êtes particulièrement bien renseigné sur les coulisses du pouvoir, quelle a été la teneur de cet entretien entre la Première ministre et les dirigeants des Républicains ? Alors, sur ce point précis, l'enquête est en cours. L'enquête est en cours. Donc je ne manquerai pas de revenir vous voir pour préciser les choses. Mais en tout cas, je vous l'ai dit, ça portait sur les points de fond sur lesquels les leaders des Républicains considèrent que le gouvernement doit bouger s'il veut s'assurer d'avoir une majorité. Alors, Elisabeth Borne qui traite la droite, on le voit, mais Elisabeth Borne qui est aussi très critiquée, bien sûr, par la gauche. Hier, Fabien Roussel nous a fait une petite sortie un peu compliquée à interpréter. Il était bien sûr sur le terrain de la manifestation et il a attaqué Elisabeth Borne. Je vous laisse découvrir à qui il l'a comparé. Et j'en appelle encore une fois au président de la République, à Margaret Thatcher. Ne vous comportez pas comme à Margaret Thatcher. À Elisabeth Borne. À Elisabeth Borne. Non mais vous voyez un petit peu le lapsus. Je pense que quand je pense à elle, je pense à Margaret Thatcher. Parce qu'ils sont durs. Ils n'écoutent pas le peuple, ils ne respectent pas la voix des Français, les jeunes, les retraités, les salariés qui, dans leur grande majorité et dans leur diversité d'ailleurs, à la campagne, à la ville, quels que soient les métiers, ils n'en veulent pas. Eh bien, moi je vous en conjure, s'il vous plaît, retirez votre réforme, prenons le temps d'un débat apaisé. Alors, Fabien Roussel, vrai, faux lapsus, ça sent quand même le petit coup de com', hein. Faux, bien sûr. Petit tour de table, faux. Oui, faux. Bon, il est créatif malgré lui. Il a toujours été prolixe, mais là, vraiment, c'est un peu contre lui. Tout le monde est d'accord. Ça dit des choses intéressantes. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que il la compare à l'ancienne première ministre britannique qui avait été menée d'une main de fer. C'était la dame de fer à l'époque, les privatisations, notamment du réseau ferré britannique, donc qui avait laissé un mauvais souvenir à gauche. Ce qui renforce évidemment la critique, le procès en dureté et en incessibilité. Est-ce que vous croyez pas, Arlette Chabot, que c'est le principal écueil qui menace le gouvernement, c'est cette image de déconnexion par rapport aux catégories populaires, à ceux qui s'ouvrent et d'insensibilité. Moi, je vais vous dire, il y a deux voix qui portent qui portent des coups vraiment au gouvernement. Xavier Bertrand d'un côté, Marisol Touraine de l'autre. Les deux ont fait une réforme. Les deux ont choisi, au fond, Emmanuel Macron dès le premier tour en ce qui concerne Marisol
Marisol Touraine, d'ailleurs, et au second pour Xavier Bertrand. Donc, les deux ont fait des réformes. Ils sont pour le report de l'âge de la retraite, ou en tout cas, disent-ils, pour des mesures, parce que effectivement, il y a un déficit qui menace. Donc, il faut réduire le déficit. Mais ils disent, tous les deux, que cette réforme n'est pas juste et que, eh bien, il ne faut pas la voter. Et bon, Xavier Bertrand n'est pas député, mais s'il l'était, il ne la voterait pas. Il a des amis députés, d'ailleurs, LR, c'est ceux qui sont les plus réticents. Donc, on a effectivement deux ministres, anciens ministres, qui ont fait des réformes, qui ont l'allongement de la durée de cotisation. C'est pour ça qu'on a retrouvé Marisol Touraine, qu'on avait un peu oublié. Elle a fait la réforme sous François Hollande. Xavier Bertrand en a fait une, et il était ministre de Nicolas Sarkozy, et il soutenait la réforme sous François Fillon. Et en 2010, il a aussi appuyé la réforme. Aujourd'hui, il dit non. Voilà, cette réforme n'est pas juste, prenons des mesures, mais ça ne va pas, le compte n'y est pas socialement, et donc il pose des conditions. Marisol Touraine fait la même chose, et ça c'est terrible, parce que là on ne dit pas, c'est des gens qui sont, qui trouvent c'est que pas Mélenchon ou Roussel, c'est pas Mélenchon, c'est pas Roussel, c'est pas des gens qui disent, allez prenons de l'argent au patron, augmentons les cotisations patronales, piquons de l'argent aux riches, etc. Non, ils disent, non, ça va pas, ils défendent le régime par répartition, la solidarité intergénérationnelle, mais ils disent, ça va pas. C'est socialement injuste. C'est socialement injuste. David Doucan. Non, mais sur Marisol Touraine, très franchement, je m'autorise à proposer un autre point de vue. Elle a fait cette réforme en 2014. On est obligé d'en refaire une, tellement elle était efficace. Donc, non, mais la droite aussi, mais attendez, ce que je veux vous dire... Celle-là, vous croyez que ce sera la dernière? Non, mais à force de renoncement, sans doute pas. Mais à partir du moment où vous êtes dans une logique budgétaire, il faut aller chercher du financement. Toutes les demi-mesures ne font que reporter le problème à plus tard, puisque le problème, il est démographique. Donc, la réforme de Marisol Touraine qui touchait très timidement aux durées de cotisation, résultat des courses, il faut refaire une réforme tous les 3 ans, etc. Ça, c'est un premier point. Et le second point, franchement, concernant Marisol Touraine, elle a soutenu Emmanuel Macron avant le premier tour, comme vous le disiez. Oui, donc elle était au courant du programme. Donc, et là, tout d'un coup, quand le vent commence un petit peu à souffler dans les voiles, et qu'on a, au passage, pas pu constater qu'elle ait pu être traitée d'une manière ou d'une autre depuis qu'Emmanuel Macron a été élu. Voilà. Et donc là, tout d'un coup, voilà. Bon, et Rebsamen, même chose d'ailleurs, Arlette. Bien sûr. Même chose pour Rebsamen. Et sur les contre-propositions qu'ils portent, ils disent, l'un comme l'autre, il faut faire contribuer les entreprises. Ce qui veut dire qu'ils n'ont rien compris à l'idéologie politique et au programme politique d'Emmanuel Macron, de politique économique, puisque le programme d'Emmanuel Macron, son objectif, c'est le plein emploi, et pour y parvenir, il a la conviction qu'il faut au contraire laisser souffler les boîtes pour qu'elles puissent embaucher, et donc certainement pas augmenter leurs cotisations ou revenir sur des avantages. Ça, c'est un des totems du macronisme. Voilà. Donc on se demande pourquoi ils ont soutenu Emmanuel Macron avant le premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez une idée, Michael Darmon, est-ce qu'il y a, comme le dit, laisse supposer David, un dépit de ne pas avoir eu telle ou telle fonction, tel ou tel poste de ministre? D'abord, on se souvient très bien, puisque c'était largement diffusé, de l'aparté entre Marisol Touraine et Emmanuel Macron le jour de sa réinvestiture. Voilà. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux. En juin dernier. Elle pensait, à tort, naïvement, qu'elle serait peut-être dans un prochain gouvernement. On a même parlé d'elle pour Matignon à l'époque. Donc voilà, elle a été mise de côté. Il faut même dire que de manière plus crue, effectivement, elle a été appelée, il faut que tu soutiennes Emmanuel Macron, elle a soutenu Emmanuel Macron, elle a donné des interviews, elle a tout fait. Et du jour au lendemain, plus d'un coup de fil, plus rien. Bref, un grand classique en Macronie. Elle n'a pas été récompensée. Pas du tout. Donc en fait, elle serait dans un gouvernement aujourd'hui. Elle viendrait sur tous les plateaux pour dire il faut soutenir cette réforme. Oui, mais c'est tout simple. Xavier Bertrand, de la même manière. Mais il a développé au cours des années un très fort ressentiment et antagonisme à l'égard d'Emmanuel Macron parce qu'il n'a pas été non plus été traité en amont, depuis le début. Souvenez-vous, en 2017, il devait également peut-être faire partie d'un dispositif gouvernemental. Michael, Xavier Bertrand, dans la primaire de la droite, il proposait 65 ans. Bien sûr. Oui, mais il le reconnaît. Non, mais vous pouvez toujours dire que ces gens sont des aigris, des gens qui n'ont pas eu... Je pense quand même que, globalement, moi je pense que ça porte plus que... Ça, c'est sûr que ça porte. Pour l'opinion, vous pouvez toujours les arrière-pensées. On va parler dans un instant des autres qui ont des arrière-pensées. Évidemment, on peut toujours dire qu'il y a des arrière-pensées. Moi, je pense que quand quelqu'un sort du silence, c'est le cas de Marisol Touraine, elle a des anciens collaborateurs qui sont ministres aujourd'hui. C'est pas Gabriel Attal, le ministre Olivier Véran, ce sont des gens qui ont travaillé avec elle. C'est un autre aspect, effectivement, de l'onde de choc, entre guillemets, de ces propos de ces deux personnes. Parce qu'effectivement, ces deux personnes appartiennent
à ce qu'on appelle cet espace central, raisonnable, qui de droite ou de gauche modérée, on va travaille dire, sur le compromis, trouve des accords et produit de la politique publique. Est-ce qu'ils incarnent le courage politique? Alors le courage politique, justement, pas parce qu'ils sont vraie question, parce qu'on voit que dans cette affaire, il y a beaucoup, on parle de ces deux personnalités, mais on parle aussi de LR qui est très concerné. Il y a beaucoup de postures, et vous le disiez, vous David, les Républicains ont toujours soutenu cette réforme. Valérie Pécresse a soutenu une réforme même qui était beaucoup plus dure, puisqu'elle allait jusqu'à 65 ans. Qu'est-ce qui se passe chez les Républicains? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, près d'un tiers du groupe soit disposé à voter contre cette réforme que leur candidate, il y a quelques mois encore, soutenait? Enfin, éclairez-nous un petit peu. Ça s'explique. D'abord, Valérie Pécresse, qui ne s'était pas du tout exprimée depuis sa défaite, le fait dans le Parisien aujourd'hui ce matin. Et adresse un message aux députés LR en leur disant attention, ne vendez pas vos convictions pour une popularité courte. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors voilà, c'est la clé d'entrée pour comprendre les choses. Vous avez 62 députés LR. On a utilisé cette métaphore, cette image, on dit des auto-entrepreneurs. C'est-à-dire que pour la plupart d'entre eux, ils ont été élus. Il y a une franchise quand même. C'est tout. C'est la franchise des Républicains quand même. Tout seul, j'allais dire, sur leur nom, et malgré le fiasco de la campagne présidentielle de leur candidate Valérie Pécresse. Donc ils considèrent qu'ils ne doivent rien à personne. Donc faut pas aller leur parler de discipline de groupe ou de je ne sais quoi, ou de loyauté au parti, etc. Donc Éric Ciotti et Olivier Marleix ont toutes les peines du monde à imposer une forme d'autorité. Donc ça ne peut pas marcher. Ce qui, à droite, est contre-intuitif. C'est-à-dire qu'Éric Ciotti, vous êtes en train de nous dire qu'il ne peut pas imposer ses directives au groupe, à l'Assemblée nationale. Il ne peut pas imposer, mais il doit convaincre. C'est-à-dire que il faut qu'il réussisse à porter le message que voter cette réforme relève de la cohérence politique, d'une part, et d'autre part de la responsabilité. C'est ça qu'il va dire. Oui, mais alors là, c'est ça qu'il va dire. Cette réforme des retraites, si elle est votée effectivement avec l'aide, et on le voit en tout cas avec la volonté d'Éric Ciotti de faire passer cette réforme, ce sera l'acte de décès de LR. Parce que effectivement, ce sera très 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 compliqué ensuite pour pouvoir incarner une droite décomplexée, une droite anti-macroniste. Alors ils vont tenter de se rattraper, on verra bien sur le texte immigration. Voilà. Enfin, on n'y est pas. Mais pour l'instant, sur ce texte-là, imaginez-vous, il y a une campagne qui a été faite par Éric Ciotti pour dire nous allons renouveler la droite. Et le premier acte politique d'Éric Ciotti, président de LR, c'est d'aider le gouvernement Macron. L'électeur de droite, il va falloir le convaincre beaucoup pour qu'il revienne. Donc en fait, ça va être effectivement une grande difficulté d'emblée pour LR. A contrario, Michael, est-ce que si le groupe LR ne vote pas cette réforme qui, on le disait, a toujours été soutenue par la droite, c'est pas aussi le début de la fin de LR et la fin de LR, tout simplement. Non, mais de toute façon, ils vont être obligés aujourd'hui de choisir leur destin. Je doute qu'il y ait effectivement un parti LR tel qu'on le connaît aujourd'hui à la fin de ce quinquennat. Oui, mais vous oubliez. C'est le suicide que vous dites là. Il faut choisir la forme du suicide. Oui, c'est-à-dire le katana ou le poison. Voilà, exactement. En gros, c'est ça. Donc, où ils sont cohérents avec eux-mêmes et responsables, comme dit Éric Ciotti, ou bien ils soutiennent effectivement le gouvernement. Au-delà des faiblesses et des insuffisances, bien sûr, mais au-delà des faiblesses et des insuffisances de la candidate donc Valérie Pécresse en 2022, de toute façon, le sens de l'histoire, c'est qu'effectivement, ce parti tel qu'on l'a connu, tel qu'on les a connus à droite et tel qu'on le connaît aujourd'hui, a vocation à disparaître. Vous êtes d'accord, David? Non, pas entièrement, parce qu'on oublie un ingrédient de la recette là qui nous emmène jusqu'en 2027. C'est fini, Macron. Oui, justement. Oui, mais donc, bien sûr. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tectonique des plaques politiques, elle est imprévisible. On n'est pas capable de dire ce qui va se passer. Aujourd'hui, il y a Emmanuel Macron qui est l'incarnation de ce mouvement central, un peu le dépassement des clivages, mais en réalité c'est du centre droit même. Tout simplement. C'est du centre droit. Oui, mais d'accord, mais il a sa date de péremption écrite sur le front. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les 2-3 dernières années, d'ailleurs ça va commencer très vite, ça a déjà commencé. N'anticipez pas sur le troisième débat, c'est notre sujet. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet espace-là, quelqu'un va vouloir l'occuper. Bon, mais donc s'il vote la réforme des retraites avec Macron aujourd'hui, mais demain il n'y a plus Macron. Donc en fait, la revendication de la responsabilité, de la réforme, de la cohérence, elle est à prendre.
Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous aurez certainement une Marine Le Pen qui, du matin au soir, rappellera que LR a voté, que le candidat ou la candidate LR, on verra de droite de 2027, a aidé à ce moment-là Emmanuel Macron à faire la réforme des retraites. S'ils ne le font pas, ils sont grotesques. Franchement, s'ils ne le font pas, s'ils ne votent pas une réforme qui va dans le sens de ce qu'ils ont proposé depuis des années, parce que c'est pas juste Valérie Pécresse, c'est Fillon avant, c'est un truc qui est dans la continuité de Nicolas Sarkozy. Et je franchement, il ne reste plus rien de rien. En dehors de notre, effectivement, je dirais, des sphères d'analyse qui sont les nôtres, il faut aussi avoir en tête la détestation et la grande difficulté à entendre une parole venant d'Emmanuel Macron au-delà de la zone 5 Navigo. Donc de ce point de vue-là, il va falloir... Vous voulez dire un électorat très urbain. Mais évidemment, on fait partie d'un monde qui n'est pas celui au fond, que l'on fréquente pratiquement jamais, que sont ces Français invisibles, extrêmement en colère, on y reviendra, et qui ne veulent plus entendre parler d'Emmanuel Macron, ni de la droite telle qu'elle a été aujourd'hui... Elle a mené le pays. Donc de ce point de vue-là, il va y avoir effectivement une recomposition obligatoire parce qu'effectivement, on en parlera, 2027 est une autre élection qui est celle sans Emmanuel Macron. Arlette Chabot, très rapidement, pour conclure cette partie, vous assumez le fait que, selon tous les participants à ce débat, la droite a le choix entre deux formes de suicide. Si j'entends effectivement ce que dit notre camarade, moi je crois pas. Non, c'est ce que disait Michael à l'instant. Moi je crois pas. Je pense qu'effectivement, ils n'ont qu'un truc, c'est essayer de montrer qu'il leur reste un soupçon de cohérence. Voilà, et après s'installer, de garder ce petit terrain, ce petit bout de morceau de terre de France qui leur reste, s'accrocher à ça en attendant 2025 pour lancer voir ce qui peut se passer. Ce sera peut-être la fin. Ça tombe bien aujourd'hui. Oui. Le petit village qui résiste à l'envahisseur. Il n'y a pas de potion magique. Mais pas de potion et pas de druide. Merci pour ces explications fortes, instructives. On se retrouve très vite pour évoquer, mais on en parlait, l'ambiance dans la majorité de l'exécutif, alors que les ambitions pour 2027 se déclarent, voire se déchaînent déjà. À tout de suite. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Radio J, ça reste entre nous. On passe à la troisième et dernière partie de notre débat, le bal des ambitieux qui a démarré très fort. Ce week-end, par exemple, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était dans le Parisien. Il faut faire bloc, dit-il à la majorité. Quant à Bruno Le Maire, son collègue de l'économie et des finances, il était dans le JDD, le journal du dimanche. Il faut assumer, confirme-t-il, deux ministres très politiques, de poids lourds du gouvernement qui montent au front par gros temps pour défendre la réforme des retraites, mais aussi pour jouer leur carte personnelle, non, David Decamps? Oui, bien sûr. Les unes de nos deux journaux dimanche généraient nécessairement cette réflexion-là. Bien sûr. Je vais vous dire, les réformes des retraites, ce sont des moments politiques qui sont des creusets. C'est-à-dire ce que vous dites, ce que vous faites quand vous êtes un responsable politique pendant ces moments-là, ça imprime, ça se grave dans la rétine de nos concitoyens. D'ailleurs, au passage, il faudrait que quelqu'un peut-être appelle Laurent Wauquiez pour lui demander ce qu'il pense de la réforme des retraites, parce que... Mais Théo pas là. Où est-il surtout? Mais Théo pas là. Ouais. Non, mais c'est vrai, il faudrait peut-être l'interroger, parce que s'il vise 2027, bon, c'est un moment... Le grand absent, bien sûr. Non, mais je sais pas, c'est un moment en tout cas où on peut un petit peu imprimer les choses et envoyer des messages politiques. C'est ce que font Gérald Darmanin et Bruno Le Maire. Gérald Darmanin, il revendique un espace politique qui est celui de la droite sociale ou populaire, et Bruno Le Maire revendique un espace politique qui est celui de la droite libérale, rigoureuse sur le plan budgétaire et pro-business. Voilà. Donc la compétition entre ces deux poids lourds de la vie politique, évidemment qu'elle a déjà commencé. On verra où est-ce qu'elle ira, mais oui, c'est parti, effectivement. C'est un peu tôt quand même, non, Michael Darmon? Ça fait 6 mois, un peu plus, que le président a été élu. Il reste 4 ans et demi de mandat ou presque. D'abord, je souscris absolument ce que vient de dire à ce moment-là David, en disant que tout ce qu'il est dit au moment d'une réforme des retraites, les gens ne l'oublieront jamais. Ça marque. Ça veut dire que à date, aujourd'hui, ni Le Maire ni Darmanin ne peuvent prétendre à quoi que ce soit. Vous voulez dire? Parce qu'on s'en souviendra. D'accord. Parce que ça les marquera durablement. Lorsqu'on va terminer ce qu'on va bientôt appeler la décennie Macron, les Français voudront ne plus entendre parler de tous ceux qui se revendiquent du macronisme. Ils seront radioactifs.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut être en rupture. Oui. Souvenez-vous, la campagne chimiquement pure, on met de côté tout ce qu'on peut penser du personnage, la campagne chimiquement pure a été celle de 2007. C'est-à-dire que vous aviez un personnage qui s'appelait Nicolas Sarkozy, qui était au cœur du système chiracien et qui avait réussi à créer la singularité et la rupture, alors qu'il était de cette famille-là. À mettre en scène une vraie fausse rupture avec Jacques Chirac. Il y avait des divergences, mais il a réussi à créer l'idée dans le pays que, un, il était jeune, et que deux, il était différent. Mais ça va venir, Mickaël. Alors comment, maintenant, je pose la question, comment il avait commencé dès le quinquennat, dès 2002. Ouais, oui. Donc comment, maintenant, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, qui soutiennent la réforme, vont expliquer aux Français qu'il faut se démarquer du macronisme, sortir et proposer autre chose. Eh ben, ils vont être tapés par le syndrome Valls. C'est possible, ça, Arlette Chabot, pour l'un ou l'autre de ces prétendants à la suite, de mettre en scène une rupture ou un éloignement, non. Du moins? Pour l'instant, je ne vois pas. Effectivement, la réforme des retraites plombe. Et puis après, Darmanin, il a sa réforme aussi qui arrive, sa grande loi immigration. Alors, l'homme qui, effectivement, va incarter la sécurité, la personne va la voter, surtout pas les LR, s'ils ont approuvé la réforme des retraites. Donc, de toute façon, cette réforme ne passera pas. Puis il est quand même la loi immigration-travail. La loi immigration. Et il dit d'abord, on voit plus Olivier Dussopt, qui était son compagnon de route. Là, pour l'instant, il est tellement obsédé par les retraites. Ça devait être dans la série Équilibre. Allez, un homme de droite, un homme de gauche. La série en même temps. La loi immigration dans la série en même temps dont on parlait tout à l'heure. Bon, là, Dussopt, il est un tout petit peu occupé par autre chose. Reste Gérald Darmanin. Elle arrive bien aussi, la présentation de cette loi immigration en plein milieu du débat sur ce matin au Conseil des ministres. Franchement, aujourd'hui, il n'y a rien de mieux franchement, il y a un espace pour discuter. Vraiment. D'abord, pour apaiser, puisqu'elle est contestée par la droite et par la gauche. Elle fait aussi l'unanimité contre elle, cette future loi. Donc, franchement, ça tombe bien. Ils ont un sens du timing politique qui est quand même assez sidérant. Vous soulignez un problème de mise en scène, de scénographie de la part de ce gouvernement. C'est au-delà de la scénographie. Il y a quelqu'un qui réfléchit quand même. Il y a quelqu'un qui est intelligent. Alors là, qui dit... vous avez entièrement raison. On se demande qui réfléchit. D'abord, la mise en enseigne, c'était Emmanuel Macron qui l'avait mise lui-même lors du dernier quinquennat. Soyez fiers d'être des amateurs. Il le prouve au-delà de toute espérance. Maintenant, l'idée, c'est quand même, effectivement, qui réfléchit. Bonne question. Vous avez une réponse? On vient d'évoquer la scénographie sur les retraites. Mais alors moi, je vais mettre sur un autre terrain qui était sidérant. Qui a conseillé et dit à Emmanuel Macron lui-même peut-être qu'il fallait recevoir le futur perdant de l'élection en Tchéquie? Oui, très très bien. 10 jours avant, alors que n'importe quel stagiaire en géopolitique sait qu'il allait perdre. Qui a dit effectivement, il faut absolument faire en sorte que Madame la directrice du château de Versailles reste encore ad vitam aeternam, alors que ça fait 1 an et demi que légalement elle doit partir. Donc de ce point de vue-là, on est dans une sorte d'obsolescence programmée de ce quinquennat et on a le sentiment qu'Emmanuel Macron est rattrapé par un peu le syndrome de deuxième mandat. Est-ce que c'est pour ça, David Doucan, que ça démarre aussi vite, ce bal des ambitieux, cette course à la succession Macron, pour parler comme les notaires? Est-ce que, tout simplement, c'est parce que la nature a hauteur du vide et que cette obsolescence programmée appelle d'autres prétendants? Non, mais je crois qu'en fait, pour la première fois, nous avons l'opportunité de mesurer ce qu'implique la réforme constitutionnelle de 2008, puisque, et là, il faut le dire, Emmanuel Macron est le seul président de la Ve République à avoir réussi à se faire réélire hors cohabitation. Donc c'est la première fois que nous sommes dans ce cas de figure. Nicolas Sarkozy n'a pas pu être réélu en 2012 et François Hollande ne s'est même pas présenté en 2017. Donc, il est réélu. Il y arrive. C'est historique. Ça n'est jamais arrivé. Il ne manque pas de le rappeler d'ailleurs. Dans des circonstances un peu particulières, il faut toujours le mettre juste. Il est réélu. Toujours des circonstances particulières. Oui, malgré tout, il est réélu. Oui, réélu. Il arrive en tête au premier tour. Paradoxalement, c'est pas l'événement le plus important de 2022. Non. Alors non. Non. Ça se discute. C'est quoi pour vous l'événement le plus important? C'est l'entrée en contournant et en faisant exploser le verrou du scrutin majoritaire. Absolument. De 89 députés au Front National. Du Front National RN à l'Assemblée. C'est ça le vrai événement 2022, parce que ça montre l'évolution géopolitique, sociologique, politique et électorale du RN qui a réussi à faire exploser le seul verrou électoral et le mode de scrutin qui empêchait le RN d'entrer. Uninominal, majoritaire. Là, c'est ça le vrai événement. Donc là, ça veut dire que le quinquennat, si j'écoute tout ce que vous me dites, le quinquennat Macron, il est déjà terminé? Pas forcément. Il ne faut pas aller trop vite en besogne. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'il y a la conjonction de deux choses qui sont néfastes pour l'action publique. Un, l'incapacité
constitutionnel à se représenter, ça a un impact énorme dans l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire surtout, quel impact ? C'est-à-dire que... La succession est ouverte. Oui, c'est-à-dire que forcément les écuries commencent à s'organiser autour de vous et vous-même, vous avez moins d'influence, moins de capacité à faire peur, si j'ose dire. Parce qu'on sait que de toute façon, en 2027, c'est terminé. Et en fait, quand on connaît la politique, on sait que c'est terminé bien avant. En réalité. Là, quand même, c'est extrêmement tôt. Alors, 6 mois après donc il y a ça. Mais attendez, il y a la conjonction avec un autre élément politique, et c'est la conjonction des deux qui est très très difficile pour le président de la République actuellement, c'est la majorité relative. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas vous représenter et vous avez une majorité relative. Ça fait beaucoup. Dans ce contexte politique, si, nous verrons, personne n'est capable de prédire, si la réforme des retraites finit par être adoptée, et vous verrez au passage, qu'une fois qu'elle sera ou qu'elle serait adoptée par l'Assemblée nationale, les manifestations finiront par s'éteindre. Parce que la CFDT en particulier est un syndicat responsable. Comme ça avait été le cas sous la réforme effectuée par Nicolas Sarkozy Absolument. À l'époque. Et il a déjà dit en plus, Laurent Berger, qu'il respecterait le vote. Il l'a dit dans Le Monde. Donc ça veut dire que tout n'est pas obligatoirement déjà perdu. Si le parcours parlementaire qui nous emmène fin mars finit par une adoption, les manifestations, la mobilisation finiront par s'éteindre. Et là, qui viendra sur les plateaux de télévision dire Emmanuel Macron, c'est un quinquennat pour rien, etc. C'est pas vrai, il aura fait sa réforme quand même principale. Et derrière, vous verrez, il va lancer les institutions. Absolument. Il va lancer la réforme des institutions. Et alors là, avec, nous dit-on, une énergie retrouvée. Bon, écoutez, Michael, je vous vois douter de tout cela. Mais en tout cas, c'est un point de vue un peu différent. La capacité de parole. Michael, pardon. D'abord, j'admets parfaitement qu'il y a un point de vue différent. Non, mais pour vous, Michael, ça veut dire que le président est d'ores et déjà démonétisé, en panne d'autorité, 8 mois après sa réélection. Je pense que celui qui a ouvert l'après-Macron, c'est Macron lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, on sent bien qu'il n'est pas là. D'ailleurs, il embauche même un conseiller en communication qui part à Londres régulièrement, parce qu'il y habite encore. Donc c'est pour vous dire, si l'inconscient a parlé. Donc de ce point de vue-là, on est quand même dans une logique où il y a ce sentiment que ça n'intéresse plus. Quand on parle avec les proches, avec les gens qui réussissent à capter un peu ce qui se passe en ce moment. Et moi, c'est-à-dire, Emmanuel Macron allait jusqu'au bout, il nous fait une petite déprime façon Chirac 2002. Pas une déprime. On connaît sa virtuosité intellectuelle, on connaît l'implication qu'il a mis pour être élu, pour gérer ce premier mandat, avec toutes les crises qu'il a subies durant le premier mandat. Il a effectivement été réélu dans des conditions exceptionnelles, particulières, et qui ont remis à plat toute la politologie, c'est-à-dire il a été réélu alors que normalement il ne devait pas l'être. Il a plus d'énergie. Il a décroché le Graal. Ça l'intéresse pas encore. Ça l'intéresse plus. On le voit bien. Et d'ailleurs, moi j'en veux pour preuve la montée au créneau de Madame Macron, qui, comme à l'époque Bernadette Chirac, vient pour aider son mari. En fait, elle est en gestion de crise parce qu'effectivement, elle est en damage control. Elle sait très bien que ça part en vrille. Macron-Chirac, même combat, c'est audacieux, mais c'est vrai qu'il y a des similitudes. Alors même que, souvenez-vous, Nicolas Sarkozy avait fustigé le quinquennat de roi fainéant à son arrivée au pouvoir. C'est-à-dire que vous allez jusqu'à les comparer. Ils suivent le même catalogue. On se souvient d'Emmanuel Macron qui avait critiqué la présidence bavarde de François Hollande. Franchement, l'un a fait venir David l'homme, l'autre a fait venir des caméras pour montrer comment il bavardait, il parlait en permanence au téléphone, dans le secret du pouvoir. Notamment à Vladimir Poutine. Que Emmanuel Macron revendiquait en disant il faut garder le mystère du pouvoir. Ah bon ? À heure de grande écoute à la télévision publique. Je reviens sur votre point précédent, Michael. Michael, vous affirmez que Brigitte Macron, elle est là pour sauver le soldat président aussi ? Bien sûr, évidemment. La multiplication de ses sorties, de ses prises de D'abord, parole. elle a un nouveau conseiller qui lui indique qu'il faut le faire, déjà. C'est l'ancien patron d'Editis qui l'a rejoint. Au passage, ami de Xavier Bertrand et ancien directeur général de la Manufacture, qui a été quand même embauché en étant et le directeur de cabinet de Madame Macron et le conseiller spécial de son mari. Donc ça mutualise. Et puis surtout... C'était déjà le cas précédemment. Bien sûr, mais enfin là, c'est quand même quelqu'un qui a dit à chaque entretien d'embauche qu'il a passé, vous savez, je suis très ami avec Xavier Bertrand. C'est pas un problème. Tu viens nous voir parce qu'on veut que tu travailles avec nous. Et lui, il lui a conseillé quoi ? De sortir, d'abord de critiquer très fortement, voire de contredire le ministre de l'Éducation nationale. En affirmant c'était dans le Parisien pour le port de l'uniforme. Alors que lui, c'était montré d'une autre manière. Donc ça, c'est quand même assez baroque, je dirais, en termes de gouvernance. Et puis surtout... On revient sur les retraites aussi, sur les retraites. Donc en fait, vendant les pièces jaunes. Elle est là absolument pour adoucir l'image de son mari, parce qu'elle sait très bien, d'ailleurs, quand elle s'est exprimée récemment sur une antenne, elle dit « Les gens viennent me voir parce qu'ils se disent avec elle, on peut parler. Et là, j'ai sursauté, j'ai dit « Voilà, elle a tout dit. » Arlette Chabot, démonétisé d'ores et déjà, Emmanuel
Emmanuel Macron, c'est un peu dur comme jugement quand même, à quelques mois après son élection. Non, mais je partage ce que disait. Effectivement, le grand événement, c'est l'entrée en force des oppositions, c'est la perte de la majorité absolue. Il n'en serait pas là. C'était déjà compliqué pour Nicolas Sarkozy, qui avait une majorité absolue en 2010. Mais là, le contexte, l'absence de majorité absolue, c'est difficile. Alors après, si effectivement la réforme des retraites passe, on ne sait pas comment. Il y a plusieurs, effectivement, scénarios qui sont sur la table. Si on garde un 49.3 en réserve pour sauver la loi immigration, après, qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Rien en magasin. Les institutions, mais pas pour tout de suite. Et on dit, l'année 2023, c'est l'année où il faut faire les réformes difficiles. Parce qu'après 2024, le travail. Et après 2024, on est déjà européenne, JO. Donc, campagne présidentielle. Donc là, deuxième période. Est-ce que vous pensez que Elisabeth Borne va se payer une nouvelle série de 49.3 sur le budget à l'automne? C'est la bonne question. Non, mais c'est là où intervient le schéma mental du président. C'est là où intervient le schéma mental du président qu'on sait orgueilleux. Et à un moment donné, il va devoir quand même dire soit je deviens François Hollande, soit je fais quelque chose. Et donc il va se passer forcément. Quand on sait que François Hollande, c'est l'abomination absolue pour Emmanuel Macron, dans lequel il le tient. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, dans ce quinquennat, et tant mieux, on ne sait pas ce qui va se passer, et tant mieux pour nous, il va y avoir quand même un acte d'autorité de la part d'Emmanuel Macron pour dire regardez, je peux encore vous surprendre, c'est moi le patron, vous croyez que je suis parti, je suis encore là. Encore là? Vous pensez qu'il faut s'attendre à une affirmation d'autorité, à une affirmation de puissance de la part du président dans un contexte où il est un peu fragilisé? D'abord, nous sommes sous la Ve République. Donc, je veux bien, il y a toutes les analyses politiques que nous partageons, mais sous la Ve République, le président de la République, à l'Élysée, il a du pouvoir. Les institutions tiennent. Les institutions sont solides et puissantes. Deuxièmement, le contexte international fait que les crises peuvent surgir à tout moment. On l'a bien vu. Il y en a une qui a surgi depuis maintenant plusieurs ans. Il y a des crises tout le temps. Et donc, justement, les institutions face aux crises ont démontré, nos institutions ont démontré leur efficacité. Voilà, donc il y a aussi cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à quoi va être confronté Emmanuel Macron dans les prochains mois. Et nous aussi, d'ailleurs. Et nous aussi. Et nous avec. Voilà. Et nous avec. Exactement. Donc, attention quand même à cet aspect-là. De dire... Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir la tentation un peu à l'emporte-pièce de dire comme il peut pas se représenter, il n'a pas de majorité absolue, il est fini. Ah non, c'est pas vrai. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, la réforme des retraites, elle va peut-être être adoptée quand même. Bien sûr. Oui. Il faut tenir 2 mois. Là, on est 1er février ou 2, je sais plus. D'ici le 21 mars à peu près, si les choses ne s'enveniment pas davantage, l'affaire est derrière le président. Je reviens sur votre analyse, Michaël Darmon. Vous reveniez à l'exemple historique de Nicolas Sarkozy, membre du gouvernement Chirac, mais prenant ses distances et s'émancipant pour pouvoir candidater. Aujourd'hui, on citait les prétendants possibles, Darmanin, Le Maire. Il y a aussi, bien sûr, Édouard Philippe, voire, on a même évoqué les noms d'Elisabeth Borne et de Jean Castex, plus surprenant, mais trêve de plaisanterie, qui est le mieux placé pour un tel scénario, pour organiser une succession tout en ménageant une forme d'indépendance? Il ne faut pas faire la succession. Justement, par définition, ceux qui vont dire je veux prolonger, ils seront balayés. Il y aura soit une autre offre politique, soit une autre pratique. Ça veut dire que vous ne croyez ni à Gérald Darmanin, ni à Bruno Le Maire, ni à Édouard Philippe? Personne aujourd'hui. Non, parce que la rupture, même si c'est vrai, vous avez raison, Nicolas Sarkozy avait commencé très tôt, il savait sélectionner les marqueurs qui permettaient d'identifier justement la divergence. Mais c'est pas la même époque non plus, on est dans une époque plus rapide, voilà, et donc Darmanin, Le Maire sont peut-être en capacité dans les années qui viennent justement de faire cette rupture, de faire leur rupture à eux. Bruno Le Maire a déjà un peu commencé quand même. On voit bien que il aime à montrer que plus Le Maire, il est le ministre de l'économie et des finances, voilà, depuis 6 ans. Et qu'il dit ce qu'il a à dire, jouant parfois sa propre carte. Il dit ce qu'il a à dire, voilà. Donc cette affirmation-là. Gérald Darmanin, c'est un autre style. On sent qu'il y a il a très envie d'être à Matignon après Elisabeth Borne, donc ça va aussi restreindre sa capacité. Que Bruno Le Maire a peut-être envie de partir et s'il y en a la possibilité. Il va être FMI en 2024. Peut-être aussi, il est peut-être en scénographie pour dire à l'extérieur, regardez comme je suis bankable et je reviendrai peut-être ailleurs. Dans ce scénario-là, il peut peut-être revenir. Pour conclure, Arlette Chabot, pour vous, c'est qui le meilleur prétendant à une succession, même en rupture? C'est Darmanin, Le Maire, Édouard Philippe, un autre?
Alors, pour l'instant, je ne vois pas. Édouard Philippe, on attend effectivement qu'il se manifeste d'une manière ou d'une autre efficacement. François Bayrou même se prépare pour l'élection présidentielle. Donc, vous voyez, on a toujours besoin d'un Bayrou. Donc, il y pense, franchement. Celui qui apaisera, qui calmera. Oui. Hein, il essaye d'influencer Emmanuel Macron dans le bon sens. Voilà. Après, pour l'instant, non. Je pense qu'il la rupture, il faudra quand même quitter ce gouvernement. Oui. Et je pense que la stratégie Matignon pour Darmanin n'est pas bonne. En revanche, la stratégie Bruno Le Maire, je prends l'air et je reviens, c'est pas forcément idiot. Voilà. C'est vrai, même si le dernier qui avait adopté cette stratégie, Dominique Strauss-Kahn, avait explosé en vol, mais pour d'autres raisons. Eh bien, merci à tous les trois pour vos explications. Merci Mickaël, merci David, merci Arlette pour vos explications lumineuses, vos éclairages. Nous savons tout des angoisses de l'exécutif face à la mobilisation d'hier, des difficultés qui attendent Elisabeth Borne la semaine prochaine à l'Assemblée, du bal des ambitieux qui s'organise en vue de la succession Macron. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain 21h pour une nouvelle édition de Ça reste entre nous en compagnie des meilleurs décrypteurs de la politique. Et d'ici là, bien sûr, je compte sur vous et sur votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J et tout ceci reste entre nous. Excellente soirée et à la semaine prochaine. Radio J. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Silence pour la France! Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous.